Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la mini-série Manon m'a dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je serai seule à prendre le micro. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'argent. Et oui! Donc, ce sera mon rapport à l'argent en tant que femme. J'ai jamais compris vraiment comment des gens de mon âge qui n'ont pas d'enfants pouvaient être en négatif à la fin du mois. Mais 30 000 €, moi je trouvais que c'était trop bien. Ma mère, elle avait pas ça. Ma mère, elle avait 60 ans, elle avait pas 30 000 € de côté. Ils auraient tellement dû nous enseigner l'éducation financière en matière, en tout cas au lycée, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Avec un E ou pas, hein, s'il y a des hommes qui m'écoutent, je pense que l'expérience que je vais vous raconter aujourd'hui et les conseils, entre guillemets, bien que je ne sois pas conseillère en investissement, ça peut s'appliquer aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Il me parle d'une SCPI, je fais mes recherches, mais les taux de rendement sont sympas. Donc à ce moment-là, je me suis dit, allez, j'ouvre une assurance vie. Et là, je vois que ça fait que chuter. Donc j'ai perdu genre 671 €. C'est un sujet, moi, qui me passionne, l'argent, pour plusieurs raisons, et vous allez apprendre à mieux me connaître et à mieux me découvrir à travers tous les épisodes que je publie actuellement. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Si tu t'es déjà retrouvé à débattre avec ton partenaire dans la cuisine sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vaisselle, ou si parfois dans la vie tu te dis « c'est le bordel, mais je me comprends », alors bienvenue dans Bordel organisé. Moi, c'est Manon, originaire de Dunkerque, j'ai vécu 3 ans en Australie, et je me décrirais comme une chef d'entreprise ambitieuse et amoureuse. De mon chien, de ma famille, de mon chéri, bref, de la vie quoi. Et je te jure, j'ai pas de préférence. Quoique, je te laisserai en juger. Ce podcast, c'est pas juste mon histoire, c'est la tienne aussi. Si tu as déjà douté, galéré, rêvé plus grand ou eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Bienvenue dans Bordel organisé, le podcast qui te prouve que même le bazar a sa logique. Alors il y en a peut-être qui vont se dire, c'est le début de son podcast et elle parle déjà d'argent. Oui, non, mais moi je suis comme ça, je mets les pieds dans le plat, autant qu'on crève l'abcès direct. Non, mais c'est vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec le sujet de l'argent. J'ai jamais vraiment trop compris pourquoi, et j'ai encore un peu de mal de toute façon. Mais comme je vous l'expliquais dans un autre épisode, ce podcast, c'est aussi pour moi une façon de documenter ma vie. Parce que je prends pas le temps de le faire à l'écrit, et quand dans quelques années je réécouterai ces épisodes, je me dirai « Ah mais en 2025 tu disais ça ou tu pensais comme ça ?» Donc c'est aussi une façon pour moi de me rappeler ce en quoi je crois à l'instant T, et c'est probablement amené à évoluer, de toute façon. C'est comme ça que l'être humain est fait. On change, on évolue, on apprend. Donc, j'ai hâte d'apprendre encore, et je suis sûre que cet épisode va amener à la réflexion et encore une fois enfoncer des portes ouvertes. Donc si vous avez envie de discuter avec moi sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me contacter directement. Voilà, je rentre dans le sujet de suite. Alors dans l'introduction, on va voir pourquoi je veux parler d'argent aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet tabou pour moi ou pour mon entourage? Et je vais vous donner un souvenir marquant qui illustre mon rapport à l'argent. Alors pourquoi j'ai choisi de parler d'argent aujourd'hui et dès le départ? Simplement parce qu'en fait, pour moi, l'argent, c'est quand même un moyen de vivre. Tout simplement, c'est le moyen qui me permet de vivre et de me sentir libre au quotidien. On m'a toujours dit que moi, je n'avais aucune difficulté financière et que c'était pour ça, en fait, que je comprenais pas pourquoi les gens avaient autant de mal à parler d'argent, que les gens n'avaient pas d'argent de côté, et que je faisais partie des 1% de Français qui avaient autant d'argent de côté. Sauf que, vu que c'est tabou, c'est pas un sujet sur lequel on discute avec des amis ou avec la famille. Donc pour moi, ma situation, c'était la situation de tout le monde, ou plus ou moins. Et c'est vrai qu'en grandissant, donc là aujourd'hui j'ai 32 ans, en grandissant, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais peut-être beaucoup plus d'argent de côté que la majorité des Français, quoi, tout simplement.
Et je me suis dit, mais pourquoi t'as mis autant d'argent de côté? Et comment t'as fait pour mettre autant d'argent de côté, en fait, surtout? Et qu'est-ce que tu vas faire de cet argent de côté? Parce qu'on t'a toujours dit que laisser de l'argent sur un PEL ou un livret A ou un LDD ou un LEP, c'était pas la solution miracle, que ça allait rien t'apporter et d'ailleurs même que ça allait te faire perdre de l'argent. Pour en venir un petit peu aux bases, un petit peu à la genèse de l'éducation financière, j'ai donc grandi dans une famille où on n'était pas riche, mais on n'était pas pauvre. Je l'entends souvent d'ailleurs quand j'écoute des podcasts et que des entrepreneurs se présentent, c'est souvent ça qui se dit. C'est voilà, on n'était pas pauvre, mais je manquais de rien. Bah moi j'ai envie de dire c'est pareil. J'ai donc grandi avec mes 2 parents, une maman qui travaillait dans la fonction publique et un papa qui travaille dans une entreprise privée qui a un très bon poste sur Paris et qui quand même a fait des concessions pour en arriver là parce que ça voulait dire ne pas voir sa famille pendant plusieurs jours d'affilée parce que nous on habitait dans le nord de la France, donc quand il travaille sur Paris 3-4 jours d'affilée, il nous voyait pas, donc il nous a pas forcément vu grandir, il a dû manquer des moments avec nous, avec moi et mon petit frère. Et donc, c'est ma mère qui nous a principalement élevés, entre guillemets. Alors, attention, quand mon père était en repos les 2 jours, il rentrait direct après sa nuit, parce que quand tu travailles dans les casinos, tu travailles de nuit. Donc, il rentrait dormir à son appartement sur Paris, et le lendemain matin, il prenait la route, il faisait 3 heures ou 3 heures et demie de route pour rentrer dans le Nord. Et nous, on était petits, on s'en rendait pas compte, mais maintenant, je me dis, ah ouais, avoir cette énergie, il faisait tout pour nous, quoi. Le lendemain matin, on n'avait pas l'impression qu'il s'était tapé 4 nuits d'affilée à devoir dealer avec des clients internationaux, des clients qui sont pas faciles à gérer surtout aussi. Donc, quand t'es petit, toi, t'es trop content de revoir ton papa, de voir ton papa à la maison. Et il nous emmenait dans des parcs, on allait tout le temps au restaurant. Enfin, on faisait vraiment plein de trucs. On partait en vacances, tout le temps. Et voilà, j'ai jamais vraiment eu de difficulté avec ça. Mais c'est pas pour autant que mon père me donnait de l'argent. J'ai appris par la suite qu'il me mettait un petit peu d'argent sur un compte, je sais plus c'était quoi comme livret, ce qui m'a permis d'acheter ma première voiture, ma 206. Et pour la petite anecdote, moi j'ai toujours été hyper précautionneuse, entre guillemets. Ma 206, je l'ai gardée de mes 18 ans à mes 30 ans. Donc, on peut dire que je l'ai amorti, cette voiture. Et c'est pas que je sois radine, c'est juste que j'ai pas d'intérêt. En fait, je ne suis pas matérialiste. Je ne vois pas pourquoi je vais devoir changer de voiture, alors que cette voiture, elle consommait que dalle, qu'elle se garait très bien, qu'elle prenait pas beaucoup de place, qu'elle roulait bien, que je la trouvais belle en plus. Voilà, donc j'ai jamais eu le besoin de changer de voiture. J'ai simplement changé quand j'ai eu 30 ans, non, un petit peu avant, peut-être 29 ans ou 28 ans, parce que j'avais mon petit chien et que l'été, il faisait un peu trop chaud sans clim, parce que dans la 206, il n'y avait pas la clim. Elle date de 2002. Donc du coup, j'ai changé pour mon chien, en vérité, de voiture. Donc voilà, ma nouvelle voiture, elle a une clim et je compte pas changer de voiture, quoi. Donc je compte garder ma C4 Cactus encore 10 ans si possible, parce que je vois pas l'intérêt. Donc, tout ça, en fait, c'est des manières pour moi aussi d'économiser de l'argent. Bien évidemment, quand tu payes ton assurance voiture, du coup, tu payes moins cher que si tu avais une Mercedes ou une Audi. Quand tu as des travaux, ou des réparations à faire sur ta voiture, c'est des pièces françaises, ça te coûte moins cher aussi. Enfin, voilà, tout ça, en fait, ce sont des techniques, mais sans le savoir, qui me permettent de dépenser peut-être moins que d'autres personnes qui ont envie de changer tout le temps. Alors oui, j'avoue que moi, my dream car, c'est quand même la Mercedes GLC. Ou à l'époque, c'était GLA. Mais là, je crois que j'ai une petite préférence pour la GLC. Franchement, je pense que je l'achèterai jamais. Même si j'ai l'argent pour l'acheter, je l'achèterai jamais parce qu'en fait, je vois pas tellement l'intérêt. Mon chien, il perd ses poils à mort. Donc, il va la dégueulasser. C'est pas nécessaire. Donc, au pire, si j'ai envie de me faire un petit kiff, si je pars en vacances et que je dois louer une voiture, à la rigueur, je peux louer cette voiture-là. Mais ça me suffira, en fait. Voilà. Donc, pour en revenir, du coup, à mon enfance, ma mère, par contre, en travaillant dans la fonction publique, elle gagnait pas des masses. Et étant donné que mon père, comme je vous le disais, était moins présent, ma mère a travaillé qu'à mi-temps.
Et donc forcément, quand tu as un salaire d'une personne qui travaille à mi-temps et que tu dois nourrir ta famille, t'as pas tellement la possibilité de mettre de l'argent de côté. Donc il y a toujours eu en fait un gros gap entre ce que je voyais que ma mère gagnait et les discussions que ma mère avait à propos de l'argent quand elle discutait avec des collègues par exemple, ou parce que jusqu'à je sais plus à partir de quel âge j'ai commencé un peu à comprendre le système de l'argent et le système bancaire, je me souviens plus trop, mais je sais que j'ai toujours entendu ma mère dire que c'était difficile de mettre de l'argent de côté, alors que je voyais mon père investir, acheter un appart, acheter une maison, mettre en location, être propriétaire de notre maison. Enfin, il y avait quand même un très très gros gap entre ma mère et mon père, et du coup j'ai cette chance d'avoir eu la version de deux personnes différentes. Donc mon père qui vit la vie parisienne, nocturne, fast life, et ma mère qui est dans une campagne dans le nord de la France, à s'occuper et à élever ses deux enfants magnifiquement bien, à gagner un salaire d'une personne à mi-temps qui travaille dans une mairie. Donc c'était vraiment complètement différent, et je pense que ça m'a aidé aussi à mieux appréhender l'argent. Et donc d'un côté j'avais ma mère qui voulait plutôt que je trouve un CDI, que je me pose, que j'achète une maison et que je me sécurise. Et d'un autre côté j'avais plutôt mon père qui lui aussi en vérité m'encourageait à trouver un CDI. Il avait toujours un discours business, un discours argent, où il me faisait comprendre que ce serait bien d'investir quand je serais plus grande, que ce serait bien de faire ceci, faire cela, que ça le dérangerait pas que je sois entrepreneur, etc. Et aujourd'hui, ma mère, elle est trop contente que je suis entrepreneur et ça la dérange absolument pas que je n'ai pas de CDI, et elle m'encourage tout le temps, elle me demande tout le temps des nouvelles de la boîte. Et je pense que elle a toujours d'un côté le mindset de il faut mettre de l'argent de côté. Et d'un autre côté, en fait, ma fille, je suis trop contente. Moi, le principal, c'est que tu sois heureuse. Et si t'es heureuse en Australie, loin de moi, à travailler, à faire des petits jobs, je suis contente pour toi et je suis soulagée. Et si t'es heureuse avec ton chéri dans le sud de la France, à gérer une entreprise, je suis contente pour toi. Tant que t'es heureuse, en fait, je suis contente, quoi. Et mon père, pareil, ce mindset de business, on a toujours eu des conversations un peu plus géopolitique, bien que j'ai du mal à comprendre tout ça, mais il le sait en plus. Mais même si j'ai du mal à comprendre, il m'en parle tout le temps. Et il veut vraiment que j'ai un mindset différent des autres. Il m'a toujours dit, il faut que tu sois le mouton qui s'égare, il faut que tu sois la brebis égarée. Il me disait pas le 1%, parce qu'il connaissait peut-être pas, il a pas lu des livres de développement personnel, des livres de business, etc. Il s'est fait tout seul, mon père. C'est un Algérien qui a grandi donc en France, mais qui malheureusement vivait dans une famille où il y avait absolument aucune thune. Il allait faire des marchés pour vendre des chaussures. Lui-même, il avait des chaussures trouées. Il devait faire des kilomètres et des kilomètres pour apporter une bouteille de lait à sa voisine pour qu'il puisse avoir un franc pour aller le donner à sa maman, pour que sa mère enfin bref. Donc voilà un peu aussi de où il vient, et c'est pour ça qu'il est comme ça un peu en mode requin. Mais mon père aussi, il a toujours investi en bourse. Il a toujours été dans cet état d'esprit-là, en fait. Il investissait en bourse, il a toujours été passionné par les courses de chevaux, donc il jouait au tiercé. Donc il me faisait toujours part de tout ce qu'il entreprenait. Et je pense que c'est aussi comme ça donc que j'ai grandi. Mais pour autant, comme je vous disais, il m'a jamais donné d'argent. Et moi, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai jamais osé demander de l'argent. Donc, quand j'étais adolescente au lycée, je voyais les jeunes filles de mon lycée. Alors ça m'a toujours un peu traumatisée, entre guillemets, mais elles avaient des sacs Longchamp, toutes. Et moi, j'en avais pas. Et ma mère, elle voulait pas en acheter. Et je sais pas pourquoi, j'aurais pu demander à mon père. J'ai jamais fait. Et du coup, moi, j'avais pas de sac de marque. Au pire, je crois que j'avais un Eastpak. Mais j'ai jamais été dans l'abondance, en fait, au niveau matériel. J'ai jamais eu de marque de ouf, quoi. On s'habillait chez H&M, Zara, Kiabi. Vers 16 ans, j'ai commencé à travailler dans un magasin qui s'appelle Babou, en job d'été. Et donc, j'ai eu un premier salaire de, je crois, 1 500 euros, parce que je faisais beaucoup d'heures. Donc, vu que je travaillais chez mes parents et qu'ils me demandaient absolument pas de participer aux courses, ni au loyer, ni aux factures, du coup, les 1500, c'était l'argent économisé. Et donc, quand j'avais envie de m'acheter un vêtement ou un truc en particulier, ou de faire un resto ou une activité, je puisais dans les 1500. Et vu que j'habitais en campagne, du coup, il n'y avait pas tellement de restos, il n'y avait pas tellement de trucs à faire.
Et mes copines habitaient dans ma campagne. Donc du coup, on s'amusait juste comme des gosses dehors, quoi. On jouait à la trottinette, ou alors quand j'étais adolescente, après, ouais, je sais plus trop ce qu'on faisait quand j'étais adolescente, mais on restait dans ma campagne, quoi. Donc je dépensais pas tellement d'argent. Et ensuite, donc j'ai fini mes études. J'ai toujours étudié dans le public, donc c'est pareil, ça n'a pas forcément coûté extrêmement cher à mes parents. Et ensuite, quand j'ai fini mes études, j'ai eu l'idée donc de partir en Australie. Mais c'était hors de question pour moi de demander à mes parents de l'argent, quoi. Enfin, et en fait, ça m'a même pas traversé l'esprit. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit de me dire, j'ai demandé un peu d'argent à mes parents pour pouvoir partir en Australie. Enfin, mais vraiment pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai travaillé. Je faisais un peu d'événementiel. J'étais hôtesse, donc je distribuais des flyers. Ou alors quand il y avait un match de handball, je crois qu'on dit, ou un match de basket au BCM de Gravelines, je travaillais en tant qu'hôtesse, je faisais des vestiaires, etc. Donc pareil, je gagnais un petit peu de thunes. Donc je vivais toujours chez mes parents. Hein. Ça aussi, ça m'a permis d'économiser beaucoup, beaucoup d'argent parce que jusqu'à mes 30 ans, j'ai vécu chez mes parents. Et j'ai la chance de m'entendre. Et du coup, quand je dis chez mes parents, c'est principalement chez ma mère, puisque mon père travaille toujours sur Paris. Donc, il rentre toutes les semaines. Mais du coup, 80% du temps de la semaine, ouais, il est à Paris. Et donc, moi, en fait, je vivais que avec ma mère et mon petit frère, quoique mon petit frère fait ses études de médecine sur l'île. Donc, pareil, quoi. J'étais vraiment pratiquement que avec ma mère et je m'entends extrêmement bien avec elle. Donc, ça me dérangeait pas en fait de vivre chez ma mère et moi j'aimais trop ma maison, j'étais trop bien, c'était mon petit cocon. Enfin, je sais pas, tout se passait bien et c'est vrai que ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, quoi. Et donc, comme je vous l'expliquais, je travaillais donc en tant qu'hôtesse et ensuite j'ai eu un CDI dans le magasin Babou où j'avais travaillé l'été. J'ai eu un CDI en tant que, je crois que c'était assistante de direction. Bon. Clairement, je ne faisais absolument pas le job d'une assistante de direction. J'étais, on peut dire, caissière. Mais bon, une caissière à 2 000 € net par mois, voilà, c'était plutôt cool. Malheureusement, j'ai pas tenu parce que caissière à Babou pendant 10 mois d'affilée, tu pètes un plomb. Donc, j'ai quand même tenu 10 mois. Et 10 mois à 2 000 €, tu mets de l'argent de côté, quoi, quand tu vis chez tes parents. Ce qui m'a donc permis de partir en Australie. Et en Australie, j'ai travaillé aussi, quoi. J'ai été jeune fille au pair. Donc, jeune fille au pair, l'avantage, c'est que tu ne payes pas de loyer, tu es nourrie, logée et blanchie et tu as un petit peu d'argent de poche. Donc, j'ai eu de la chance d'être dans une famille qui me versait 300 $ d'argent de poche par semaine, ce qui est apparemment plutôt bien par rapport à la norme, parce que quand je regardais autour de moi, les jeunes filles qui étaient au pair, elles gagnaient entre 180 voire 250 au plus par semaine. Donc moi, à 300, j'étais quand même déjà très chanceuse. C'est pareil, en fait, je ne fume pas, je bois pas d'alcool, j'ai pas des envies délirantes. J'avais pas besoin de m'acheter des vêtements de fou. Et donc, j'ai pu économiser de l'argent. J'ai même pu partir en Thaïlande pendant 1 mois avec une fille que j'ai rencontrée en Australie. Donc, là aussi, attention, je prenais pas des hôtels magnifiques. J'étais plutôt dans des hôtels classiques, quoi, voire en auberge de jeunesse. Donc, c'est toujours des techniques que j'ai mis en place sans pour autant vouloir être radine. Enfin, pour moi, j'appelle pas ça de la radinerie. C'est juste une intelligence financière, finalement, que j'ai instaurée. Donc, peut-être parce que je voyais ma mère faire attention aux dépenses et tout ça. L'Australie se passe à merveille. Je rentre en France. Et là, donc, je travaille pour le groupe Auchan, donc dans le marketing et la communication. Et le job était à 1 heure de chez mes parents. Donc là aussi, j'ai eu de la chance après l'Australie de pouvoir rentrer chez mes parents. Ça m'a bien aidée. Et donc après, je trouve ce travail. Finalement, je me dis, waouh, 1 heure, 1 heure et demie de route le matin, 1 heure, 1 heure et demie le soir. Je me vois pas faire ça indéfiniment. Donc, j'ai pris un appartement. Donc là, du coup, j'ai dû payer un loyer où je puisais un peu dans mes ressources. Mais bon, je gagnais un salaire, je crois, de 1 700. Donc, j'étais pas non plus en moins à la fin du mois. Et j'ai jamais compris vraiment comment des gens de mon âge qui n'ont pas d'enfants pouvaient être en négatif à la fin du mois. J'ai jamais fait de crédit, donc pour m'acheter un téléphone. Pareil, le téléphone. Je les garde des années, mes téléphones. Donc, j'ai jamais fait de crédit pour acheter la voiture. J'ai jamais fait de crédit pour acheter un téléphone. J'avais pas de crédit à la conso.
Donc, je vivais normalement, quoi. J'étais pas en moins à la fin du mois. Et je vivais bien en plus, hein. Enfin, voilà, quand j'avais envie d'aller au resto, j'allais au resto. Je prenais un abonnement à la salle de sport. Enfin, je vivais, on va dire, une vie lambda. Après, bon, on va pas se mentir, quand t'es une fille, t'es quand même un peu plus souvent invitée au restaurant. Donc, oui, peut-être que ça aussi, ça a joué, hein, on va pas se le cacher. Donc, je travaille pour le groupe Auchan. J'arrive quand même à la fin du mois à mettre peut-être, je sais pas, il me restait 200 € de côté. Ouais, je mettais 200 € de côté peut-être. Finalement, je décide de retourner en Australie. En 2017, donc je retourne en Australie et j'y reste 18 mois d'affilée. Et pendant ces 18 mois, j'avoue que là, j'ai charbonné. J'ai mis énormément d'argent de côté. Enfin, énormément, c'est relatif. Énormément pour la période à laquelle j'étais. Maintenant, si tu regardes les réseaux sociaux et notamment TikTok, tu vois qu'il y a des gens qui rentrent en France avec 100 000 € d'épargne après une année en Australie. Non, moi, pas du tout, hein. J'avais dû mettre 30 000 €, je pense. Quelque chose comme ça. Mais 30 000 €, moi, je trouvais que c'était trop bien. Ma mère, elle avait pas ça. Ma mère, elle avait 60 ans, elle avait pas 30 000 € de côté. Elle a pas toujours, d'ailleurs, 30 000 € de côté. Donc, moi, j'avais 25 ans, 26 ans. J'ai 30 000 € de côté. C'est quand même une dinguerie, quoi. Donc, je commence un peu à me dire, bon, bah, peut-être que je vais acheter une maison à mon retour en France, etc. Au final, à mon retour en France, j'ai lancé mon entreprise. Pour pouvoir emprunter, pour pouvoir faire un crédit, il fallait que j'ai 3 années d'entrepreneuriat, 3 années de bilan pour que le banquier soit rassuré quant au fait que mon chiffre d'affaires est plus ou moins stable. Donc, du coup, j'ai pas pu acheter de suite. Et ce qui est finalement très bien parce que j'aurais fait l'erreur fatale. Enfin, quoique, tu peux toujours revendre un bien immobilier, oui, c'est sûr, mais j'aurais fait la grosse erreur d'acheter dans le Nord en résidence principale. Et en fait, je pense que je me serais mis dans une routine métro, boulot, dodo en me disant, putain, ça y est, j'ai mon appart ou j'ai ma maison et il faut que je me trouve un mec. Et du coup, j'aurais vécu dans le nord de la France et j'aurais pas été mobile. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis dans un espace de coworking à Aix-en-Provence. Et je pense que si j'avais fait le choix d'acheter, j'y serais pas et je serais toujours dans le nord. Donc, parfois, le destin fait quand même bien les choses. Et moi, j'ai un peu un mantra qui est « trust the process ». Donc, fais confiance au process, fais confiance au destin, fais confiance à la vie, en fait. Everything happens for a reason. Tout arrive pour une raison. Et franchement, c'est vrai. Tout est bien, en fait. Des fois, tu peux passer par des cases galères de fou. C'est forcément pour quelque chose de mieux après. Donc, ça peut peut-être être mieux dans 2-3 ans, mais il y a quand même du bien. Bref, je referme cette parenthèse. Et donc, je n'achète pas. Je fonde mon entreprise. Comme je vous dis, j'ai 30 000 € de côté. J'habite chez mes parents. Parce que là, du coup, ce deuxième retour en France, après les 18 mois en Australie, je retourne chez ma mère, chez mes parents. Et donc, pas de loyer. Je fais mes courses. Là, par contre, je fais mes courses. Je mange pas la même chose que ma mère, etc. En Australie, tu commences à manger un peu moins de viande, un peu mieux. Et donc, je découvre des aspects culinaires ou des compétences culinaires, entre guillemets, que je n'avais pas. Et donc, je fais mes courses. Donc, c'est le seul truc que j'ai à payer. Mais c'est pareil, je mange pas non plus du caviar. Donc, je m'en sors avec 50 €. Et je tiens peut-être 10 jours avec 50 €, donc ça me coûte que dalle. Alors, je paye mon abonnement téléphonique, bien évidemment, je paye l'assurance de ma voiture, je paye ma mutuelle, je paye ma salle de sport. À ce moment-là, je sais plus si j'ai le chien ou pas, je crois pas. Tout de suite à mon retour en France, non, bien évidemment. Je l'ai eu en 2020. Donc, en 2020, je suis toujours chez ma mère. Je paye la mutuelle pour le chien, je paye les frais vétérinaires, je paye ses croquettes, etc., etc. Donc là, je commence à avoir un petit peu plus de dépenses. Mais bon, j'ai 30 000 € de côté grâce à l'Australie. J'ai pas de loyer et je participe pas aux factures. Même si la boîte que je suis en train de fonder fonctionne pas, ça me stresse pas des masses. J'ai plus de chômage, par contre. J'avais tout utilisé, donc j'ai plus de chômage. Et en plus, j'ai pas tellement été salariée dans ma vie, à part Babou,
pendant 10 mois et quand j'ai travaillé pour le groupe Auchan dans le marketing et la com, ça a duré 10 mois aussi. Il faut croire que je suis une adepte des 10 mois, en tout cas en termes de salariat, parce que bon, là, l'entreprise que j'ai créée, ça fait plus de 5 ans, donc ouf, on a franchi le cap. Et dans ma relation avec mon chéri, ça fait plus de 10 mois aussi, donc tant mieux. Mais ouais, j'ai pas tellement de stress en fait, donc je me dis si ça marche pas, bah c'est pas grave, tant pis, je ferai autre chose. Quoi? J'en sais rien, mais je ferai autre chose. Et donc à ce moment-là, donc je rentre en 2019, donc en 2019 j'ai 27 ans, je crois. J'ai 27 ans et j'ai pas encore eu de galère dans ma vie, pas eu de galère d'argent. Et je me dis j'ai quand même de la chance quoi. Parce que quand je vois un petit peu autour de moi, après voilà, j'ai pas non plus énormément d'amis, donc je peux pas trop me baser sur ce que les gens disent, mais l'impression que j'ai de la chance d'avoir 27 ans et d'avoir 30 000 euros de côté. Et je me dis, bah, tu fais quoi avec cet argent? T'investis, tu mets tout dans ta société ou t'essayes de l'investir dans l'immobilier? Bon, de toute façon, l'immobilier, comme je vous l'ai dit, c'était mort. Et là, je prends la décision de chercher et de demander de l'aide. Et je cherche un gestionnaire de patrimoine. Et là, je tombe sur un gars qui s'appelle Mathieu, qui habite en Australie, mais qui est français. Il est français, mais ça fait 10 ans qu'il est en Australie, donc il est français et australien. Et il est gestionnaire de patrimoine spécialisé justement sur les expatriés. Bon, moi, je suis plus expatriée puisque je suis rentrée en France, mais je le contacte et on se fait une visio et le feeling passe super bien. Il comprend exactement là où j'en suis et là où j'ai envie d'être. Il comprend que j'ai pas non plus énormément de connaissances et de compétences sur tout ce qui est fiscalité, et puis sur ce qui est immobilier, investissement, finance. C'est vraiment pas mon dada et c'est pour ça que je le contacte. C'est pour avoir des conseils et c'est pour qu'il me vulgarise un peu la chose et qu'il utilise des termes un peu plus faciles pour moi. Parce que tout ce que je vois sur internet ou toutes les vidéos YouTube qui sont disponibles, elles sont, beaucoup trop compliquées pour moi à comprendre, en fait. Et c'est là où tu te dis que l'éducation en France, elle est elle est pas suffisamment bonne. Ils auraient tellement dû nous enseigner l'éducation financière en matière, en tout cas au lycée, peut-être pas au collège, parce qu'au collège, tu comprends peut-être pas encore tout, mais au moins au lycée, il aurait fallu absolument avoir cette matière. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc Mathieu me parle des SCPI. Aucune idée, je sais absolument pas ce que c'est. Il me dit, bah, société civile, de placement immobilier. Donc en gros, tu investis dans la pierre, mais tu ne la possèdes pas, tu peux pas y vivre. Donc je lui fais confiance. Je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une SCPI aujourd'hui, mais encore une fois, si vous avez envie qu'on en discute, laissez-moi un commentaire ou contactez-moi. Il me parle d'une SCPI, je fais mes recherches, mais pas tant que ça finalement. Il arrive, vraiment bien à me rassurer, à répondre à mes questions et on fait une visio aussi avec mon père. Pareil, mon père me rassure en me disant: «Écoute, moi j'ai investi dans aucune SCPI, je suis plutôt team, immobilier, heu, physique quoi entre guillemets, mais ouais, ça me semble correct. J'en ai déjà entendu parler, je connais personne, mais les taux, de rendement sont sympas. Franchement, de toute façon, quand il s'agit d'investissement, bah, on prend des risques, ça c'est évident. Donc il me dit, «Fonce ma fille, prends le risque» et c'est un risque, qui est quand même plus ou moins mesuré. Donc c'est aussi ça moi mon profil d'investisseur, c'est que j'ai envie de prendre des risques, mais pas trop quoi. Il faut pas que ce soit trop, trop risqué. Je suis pas comme mon père ou comme mon copain. Moi, tout ce qui est crypto-monnaie, j'ai peut-être mis 20 € sur le bitcoin et en plus j'ai investi au moment où le bitcoin il était le plus haut, donc le truc qu'il faut absolument pas faire. Il faut investir quand c'est le plus bas et que personne n'y croit et que tout le monde pense que c'est la fin des crypto-monnaies. Mais moi, j'ai pas fait ça et bon, au pire, c'est pas grave, c'était que 20 €, j'ai perdu 20 €. Après, j'ai remis 400 € sur l'Ethereum. Bon, quand ça monte un petit peu, bah, je récupère, le bénéfice, mais c'est pas ouf et de toute façon, pour moi, c'est un marché qui est trop volatile, c'est pas mon style d'investissement, donc j'ai décidé de contrairement à mon père et à mon mec, de skip, de mettre de côté, tout ce qui est crypto-monnaie, en tout cas pour l'instant.
Ça peut potentiellement changer, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Et donc moi, ouais, j'ai pris parti pour les SCPI. Donc ça a été mon tout premier investissement immobilier, et je regrette pas parce que, je tous les mois, j'ai alors c'est pas beaucoup, hein, pour certaines personnes qui vont écouter ce podcast, ils vont se foutre de moi, mais moi, ça me suffit, en fait, et moi, ça me correspond. Ça correspond à mon style de vie. Tous les mois, donc j'ai à peu près entre 50 et 60 euros de dividendes qui me sont reversés. Et ensuite, donc par la suite, je l'ai recontacté. Je lui ai dit: «Écoute, propose-moi 2 autres SCPI. J'ai pas envie de mettre, tous mes œufs dans le même panier», comme on dit. Et donc j'ai investi, dans d'autres, SCPI. Donc là, je suis actuellement dans 3 SCPI et au total, je touche à peu près 150 euros par mois. Donc franchement, ça me va très bien. Moi, ça me permet, de payer ma mutuelle, de payer la mutuelle du chien, de payer, ses croquettes, son vétérinaire si nécessaire, de payer mon assurance voiture et de payer mes ongles. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais comme je le dis, moi, ça me va. Et là, je suis en train de voir d'ailleurs si je vais pas les réinvestir finalement parce que en vrai, j'en ai pas besoin à l'instant T. À l'heure où on se parle, j'ai pas besoin de 150 euros par mois. J'ai encore, mes livrets, donc j'ai pas besoin de cet argent. Donc du coup, affaire à suivre, je vais peut-être les réinvestir. Je sais pas si c'est une stratégie payante ou pas. En tout cas, le gestionnaire de patrimoine me conseille de le faire, donc à voir. Par contre, j'ai investi, en tout cas, j'ai ouvert une assurance vie et là, j'ai l'impression que j'ai fait un mauvais choix et comme quoi, des fois, on le sent. C'est une, assurance vie qui m'a été conseillée par ma banque, la caisse d'épargne, et je ne sais pas pourquoi je sentais pas de ouf. Mais je me suis dit: «Allez, j'ai envie d'investir, dans une assurance vie». On m'a dit que si tu voulais diversifier ton épargne, bah, c'était comme ça qu'il fallait faire plus ou moins. Et donc, là, j'ai pas envie d'acheter, d'immobilier pour moi, j'ai pas envie d'acheter une résidence principale. Donc, à ce moment-là, hein, je vous parle de ça, c'était l'année dernière, je crois. Donc à ce moment-là, je me suis dit: «Allez, j'ouvre une assurance vie». Et là, je vois que ça fait que chuter, chuter, chuter. Donc j'ai perdu genre 671 €. J'ai regardé ce matin avant d'enregistrer cet épisode, au moment de la préparation de l'épisode, et je me suis dit: «Bon, il va peut-être falloir qu'à mon retour d'Australie, je remette un peu le nez dedans parce que c'est bizarre». Donc là, donc actuellement 3 SCPI, une assurance vie, et j'essaye de me pencher un petit peu plus sur tout ce qui est compte, titres et ETF. Donc là, à Sydney, vu qu'il habite à Sydney, Mathieu, mon gestionnaire de patrimoine, je vais essayer de le rencontrer et de lui reposer un peu des questions à ce sujet, parce que c'est pas un truc que je maîtrise pour l'instant. Il m'a donné des termes comme Nasdaq, comme, je me souviens plus, et voilà, c'est vrai, ouais, c'est vraiment pas un secteur que je maîtrise pour l'instant. Pourtant, mon père investissait en bourse il y a quelques années, donc je vois de quoi il parle, mais pour l'instant, je maîtrise pas encore le sujet. Donc j'ai pas envie d'investir, dedans. Il, m'avait conseillé de choisir 4 ETF et de mettre 350 € dessus pendant 7 ou 8 mois. Voilà. Et donc c'est Nixor, Amundi, S&P 500. Si je Voilà, bon bref, c'est voilà, des termes que j'ai notés et qu'il faut que j'analyse. Pour en revenir à la caisse d'épargne d'ailleurs, petite anecdote très très rigolote qui pourrait, paraître, là aussi, comme étant de la radinerie pour certaines personnes, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de petites économies et que, c'est comme ça d'ailleurs qu'on devient «riche» entre guillemets, ou qu'on arrive à économiser. Moi je trouve que déjà on est des sacrées vaches à lait dans ce pays, même dans le monde, et que, si on peut économiser un petit peu, bah, il faut le faire, il faut en profiter. Donc là, à la caisse d'épargne, j'avais une carte, Gold, Mastercard Gold si je me trompe pas, et ça me coûtait 14,90 par mois, et je me suis rendu compte que chez Boursorama, grâce à mes étudiants, parce qu'ils payent, tous pratiquement avec une carte Boursorama, je me suis dit: «Je vais aussi, mener ma petite enquête», et j'ai vu, bah, que c'était gratuit d'avoir un compte courant chez Boursorama. Le classique quoi, le basique. Je me suis dit: «Mais attends, pourquoi je vais payer 15 € par mois pour des services que j'utilise pas en plus?» Parce que quand j'ai appelé la caisse d'épargne, je leur ai dit: «Mais pourquoi c'est aussi cher?» Ils m'ont dit: «Bah, parce que nous, on est une banque physique, donc il y a des loyers, mais du coup, ça veut dire que si vous avez besoin de venir nous rencontrer, vous pouvez venir». Je fais: «Non, mais attendez, déjà, moi, je suis dans le sud de la France, vous êtes dans le nord, donc c'est très rare qu'on se voit, on ne s'est quasiment jamais vus, donc j'ai pas besoin de payer pour ça, et en plus de ça, quand j'essaye de prendre rendez-vous sur mon application, bancaire avec vous, j'ai un rendez-vous dans 3 semaines.
faut pas déconner. Donc, en fait, une banque en ligne, ça me va très bien. Si ça me permet d'économiser 15 € par mois, ça doit faire bien, 390 et ou ouais, je sais plus, par an. Donc, je préfère je préfère les utiliser pour, me payer, je sais pas, un billet d'avion pour aller en Pologne en vacances pendant une semaine, par exemple. Et encore, billet d'avion aller-retour Pologne, c'est moins cher que 390. Donc, voilà, c'est des petits trucs, en fait, que je mets en place pour les utiliser, pour, me faire plaisir. Et une autre anecdote, et là d'ailleurs je suis super contente que mon chéri ait le même mindset que moi à propos de l'argent. C'est pas le cas de tout le monde. Je pense que si je parle de ça avec un autre homme, ça passe peut-être pas. Mais avec lui, ça passe très bien et tant mieux. C'est, iGraal. Est-ce que vous connaissez iGraal? Donc c'est une extension que j'ai sur mon téléphone et sur mon ordinateur qui me permet, de recevoir du cashback sur certains achats que je fais en ligne. Donc il y a des compagnies, des entreprises qui ont un partenariat avec iGraal. Il doit en exister d'autres, hein, des concurrents d'Igral. Moi, j'utilise Igral et je sais pas, là, par exemple, typiquement, on a fait un achat sur le site, Yves Rocher. Bah, sur la commande, on a eu, 4 de cashback. Donc 4 par là. Là, par exemple, Airbnb, c'est pareil. Tu pouvais acheter des bons d'achat. Donc, je crois qu'on avait acheté pour 500, voire même 600 € de bons d'achat. Il y avait 3,8 de cashback. Donc tu fais 3,8 de 600 €. En fait, ta cagnotte, elle se gonfle, rapidement, quoi, ça s'accumule assez rapidement. Je crois que mon copain, sur 6 mois, il a réussi à avoir 300 balles. Donc, là aussi, tu le prends et tu l'utilises pour d'autres choses. Donc c'est des petits trucs qu'on met en place et idem. Bon, alors lui déjà, il est anti-gaspi de fou. Moi aussi, mais quand je mange pas, je fais une petite boîte et je mange le repas le soir ou le lendemain. Mais lui, c'est anti-gaspi, c'est-à-dire qu'on fait, parfois des courses au rayon anti-gaspi et bah, on le congèle en fait, tout simplement. Si le poulet, il arrive, la date d'expiration, c'est demain ou après-demain, bah, tu le congèles. Même si c'est 1 kilo, bah, tu le sépares en plusieurs, tu prends tes filets de poulet, tu les mets dans des sacs congélation et puis voilà, tout simplement. Donc c'est des trucs qu'on met en place, peut-être, qui peuvent paraître bizarres pour certains, mais qui pour nous, sont complètement normales. C'est des choses qu'on fait au quotidien et qu'on continuera de faire et qui nous permettent d'économiser pour se faire des petits plaisirs de temps en temps. D'ailleurs, mon copain, donc quand j'ai commencé un peu à lui parler d'argent, au début de notre relation et que je lui ai expliqué ce que j'avais sur mes comptes, il m'a dit: «Mais, je ne connais aucune femme qui a autant d'argent de côté. Mais pourquoi tu mets tout cet argent de côté?» Je dis: «Non, non, mais j'ai investi aussi, mais ouais, j'ai besoin d'avoir ce coussin de sécurité». Moi, je sais pas. Je crois que je dois quand même avoir des traumas, même si j'ai jamais été en galère financière, je pense que j'ai peur de manquer d'argent. J'ai pas envie de me retrouver un jour dans cette situation où je dois aller travailler, où je dois aller accepter n'importe quel job parce qu'il faut gagner de l'argent. Non, ma petite entreprise me convient très bien. Certes, je génère pas 4 000 € par mois de salaire. Enfin, je me prends pas 4 000 € par mois de salaire, mais j'ai cette liberté, de vivre qui me permet finalement, même avec 1 000 €, 1 600, d'être bien. Et voilà, et je suis pas prête à faire, une concession à ce niveau-là. Donc savoir que j'ai de l'argent de côté, moi aussi, ça me soulage et ça me permet, de déstresser. En sachant qu'en plus, je suis déjà une grande stressée, là, si je peux au moins m'enlever cette épine du pied, cette épée de Damoclès, je le prends. Voilà, point barre. Et mais par contre, ça peut avoir aussi parfois des inconvénients. Parce que là, typiquement, de pas avoir un gros salaire, et d'ailleurs, je vais vous raconter aussi un petit truc à propos de ces salaires. Sachez que là, le mois dernier, en février, donc moi, je déclare mon chiffre d'affaires à l'URSSAF tous les mois. Le mois dernier, j'ai généré 1 900 € de chiffre d'affaires. Sur ça, je dois 26,4 à l'URSSAF de cotisation sociale. Donc sur 1 900, j'ai dû payer à l'URSSAF 474 €. C'est pas abusé, franchement. Donc allez, on va arrondir à 2 000 € de chiffre d'affaires et on va arrondir à 500 € de cotisation pour l'URSSAF, en sachant qu'au mois de mai, en plus, je vais devoir payer des impôts, hein, aussi. Donc là, mon bénéfice net était de 1 500. Moi, je trouve ça abusé. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que les concessions que je fais, et attention, vivre chez ses parents pendant 30 ans, bon après j'ai vécu 3 ans en Australie, mais de mes 0 à mes 30 ans plus ou moins, j'étais chez mes parents.
C'est pas donné à tout le monde, en fait. Tout le monde n'est pas capable de faire ça et c'est quand même une grosse, grosse concession. Alors j'ai de la chance parce que je m'entendais super bien avec ma maman, donc il y a aucun problème et elle était contente de m'avoir elle aussi. Donc si c'était à refaire, je le referais mais fois 1000. Mais par contre, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc moi, ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent, c'est sûr. Et quand j'ai monté mon entreprise, j'étais à 300 sur ma boîte. Donc pareil, je dépensais pas tellement d'argent, j'avais pas, de place pour des relations amoureuses, donc je voyais «personne» entre guillemets, je sortais pas tant que ça, enfin je vivais pour ma boîte, j'avais envie de la faire grossir, j'avais envie qu'elle fonctionne et donc j'étais rentable dès le départ, dès le premier mois, donc heureusement. Mais donc aussi, du coup, là où je vis actuellement, je m'éloigne un peu, excusez-moi, j'ouvre des tiroirs que j'oublie de refermer. J'espère que ce sera pas trop désagréable à l'écoute. Mais là où je voulais en venir, c'est que l'endroit où je vis actuellement, bah certes, je paye pas énormément de loyer, hein, c'est c'est vraiment ridicule ce que je paye. J'ai même pas envie de le dire parce que c'est ridicule, mais c'est pas forcément l'endroit dans lequel j'ai envie de vivre. C'est pas là où je sens que je suis pas forcément méga heureuse dans cet appartement, dans cette, même c'est une maison, dans cette maison. C'est là où je commence un petit peu à me poser des questions. J'ai commencé à en parler à mon chéri. Je voulais pas qu'il le prenne mal parce que, bah, il m'héberge quand même. Donc, c'était un peu délicat comme situation et je lui ai dit: «Voilà, moi j'ai mis tout cet argent de côté, heu, pour pouvoir bien vivre aussi et j'ai pas envie, voilà, ça fait qu'1 an et demi que je suis chez toi, donc faut arrêter aussi de jouer la meuf instable et de jouer la meuf qui a envie de tout, tout de suite. Je suis déjà extrêmement reconnaissante que tu m'accueilles et voilà, on vit quand même très bien. Il m'a fait une piscine dans le jardin, il m'a fait un jardin magnifique, la maison elle est très belle. C'est juste en fait la ville, voilà, la ville dans laquelle je suis, ça me plaît pas et les voisins n'entretiennent pas leur maison, donc du coup tu sors de chez toi, c'est sale, enfin voilà, mais sinon la maison en elle-même elle est géniale. Il m'a dit: «OK, OK, vas-y, bah, viens, on regarde pour acheter». On regarde, donc tu veux quelle ville? Je lui dis: «La Ciotat». On regarde La Ciotat. Bon après voilà, j'ai des petits critères aussi parce que j'ai un chien, donc il me faut un petit jardin, un petit jardinet si possible, donc dans une résidence où il y a pas 50 étages, 2-3 étages maximum, donc au rez-de-chaussée du coup pour avoir un petit jardin, pour que le chien puisse faire pipi, le matin et le soir, sans que je dois forcément mettre mon manteau, mes bottes et que j'aille lui faire pipi caca dans la ville. J'ai besoin quand même de 2 chambres parce que, bah, je suis entrepreneur, je travaille de la maison, donc il faut une chambre pour nous et une chambre pour mon bureau et puis la chambre qui puisse permettre aussi d'accueillir peut-être de la famille. Après c'est tout. En gros, c'est ça les critères. Ah oui et minimum 60 carrés. Bah, là, du coup, tu es un peu pris à la gorge et tu te dis, le budget, il est, quand même, un peu trop élevé. Je trouvais rien à moins de 430 000 €. Donc, bah, quand tu fais le calcul, même si les banques me prêtent de l'argent aujourd'hui, si tu prends le mois que j'ai fait le mois dernier, par exemple, allez 2 000 € de chiffre d'affaires, tu dois payer 500, il te reste 1 500 à vivre. Sur ça, donc tu devras encore payer des impôts. Bah, la banque, je crois que de toute façon, elle peut pas te prêter à hauteur de, un certain pourcentage, style 30. Il faut que tu aies un reste à vivre, quoi, que tu puisses quand même vivre, décemment et convenablement. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc d'ailleurs. Hem et donc bah, en fait, si je mets un apport et si la banque me prête, ça me fait quand même des mensualités à 900 € par mois. Bah, un mois comme le mois dernier, bah, en fait, il te reste plus grand chose. Donc voilà, il y a des trucs aussi qui sont un peu plus compliqués, mais je suis pas dans une galère, non plus, financière, exceptionnelle. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire au sujet de l'argent. C'était un épisode qui était quand même très, très, très long. Dernière chose, parce que je viens d'avoir un flash, là, malheureusement, en décembre, comme vous le savez, peut-être ou pas, j'étais pas forcément, dans un état super, super au niveau de ma santé mentale parce que, bah, au niveau de la société, justement, c'était des mois un petit peu plus, compliqués et malheureusement pas parce que j'avais pas fourni un bon travail, mais parce que mes, partenaires ne me payent pas. Voilà, donc s'ils m'avaient payé, j'aurais fait des mois, exceptionnels en termes de chiffre d'affaires, mais puisque les factures n'ont pas été honorées à cause d'une école qui a fermé subitement, et aussi à cause d'un mauvais recrutement que j'ai fait, j'ai perdu énormément d'argent en novembre et en décembre 2024. Ça m'a affectée. Mais je me dis: «Franchement, heureusement que j'avais de l'argent de côté et que j'ai pas de loyer à payer», enfin, ou en tout cas un tout petit truc à payer, parce que dans des moments comme ça, bah, tu pris à la gorge, tu vois?
t'es vraiment pas bien. Donc des gens qui se retrouvent dans ma situation et qui ont pas d'argent de côté et qui sont, pris à la gorge, bah, je compatis et je sais que ça doit être très compliqué parce que même moi, je l'ai très mal vécu. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cet épisode était, suffisamment transparent et que, bah, c'était pas trop transparent non plus. Bon, je pense pas, sinon vous seriez pas restés jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'on pourra échanger à ce sujet et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la mini-série Manon m'a dit.